Je vais donner la parole donc à Monsieur le Président, Giuseppe Cataldi, professeur donc de droit international, vice-recteur de l'Université de Naples l'Orientale, président évidemment de notre association internationale du droit de la mer. Le professeur Cataldi est donc titulaire de la chaire Jean Monnet ad persona sur la protection des droits humains en Europe et à l'Université de Naples-l'Orientale, directeur du National Research Council Institute of International Juridical Studies, donc dans sa branche napolitaine. Il est vice-président de la Société italienne de droit international et président, évidemment, de notre association. Chers collègues, vous avez le redoutable devoir maintenant de clôturer cette première session pour parler effectivement des zones d'ombre de cette convention. Merci infiniment. Merci à vous, Monsieur le Président. Je n'oserais jamais de dire que je vais essayer de parler la langue de Victor Hugo ou de Molière. Je me contenterai de dire que j'essaierai de parler la langue de Brigitte Bardot et de Catherine Deneuve. Je pense que vous allez avoir un grand consensus si vous arrivez ainsi à manier cette langue. Donc, je vais essayer de traiter un peu de quelques lacunes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il faut commencer par dire que chaque ordre juridique en soi, il est toujours plus étendu que toutes les normes qui vont le composer, parce qu'il y a bien sûr les normes spécifiques, mais il y a toujours des principes généraux qui donc ont la tâche de donner l'ordre dans son complexe être plus ou moins parfait. Et donc, il y a des cas qui ne sont pas compris dans la réglementation internationale. La définition des lacunes de droit international a été proposée comme l'inexistence de normes dans un cas précis où l'ordre juridique international exigerait, d'après son économie générale, une réglementation. Donc, il y a des omissions qui sont quelquefois inévitables et des omissions qui sont quelquefois délibérées, sont choisies. Pour ce qui concerne les omissions nécessaires, inévitables, il y a aussi une petite citation à faire qui vient d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque lorsqu'il dit « Lorsque la loi s'exprime de façon générale et que postérieurement survient un cas particulier qui n'est pas couvert par la disposition générale, il est légitime de combler l'omission du législateur imputable au fait qu'il s'est exprimé de façon générale. Le législateur lui-même aurait réglé le cas s'il était présent et s'il n'avait eu connaissance. » Donc, il est évident qu'on ne peut pas tout prévoir et donc qu'il y a des facteurs qui sont extérieurs, même au droit, qui vont influer. La transformation de la société internationale, on a déjà entendu des mots sur ce problème, et l'impact des progrès scientifiques et techniques. Différent est le cas des omissions délibérées, des omissions choisies, la conséquence de la volonté de ceux qui ont décidé de ne pas donner une règle sur une matière déterminée. Il est évident que si on parle des traités internationaux, il a été déjà dit par le professeur Pastor Hidruejo et même par le professeur Casado Raigon, il s'agit toujours d'un résultat, surtout pour les traités multilatéraux, comme il est évident, des compromis, des traitatives du point de vue politique et même juridique. Donc, il y a une ambiguïté qui est inévitable, et on a même parlé d'une règle d'or de l'ambiguïté, donc d'une ambiguïté constructive pour ce qui concerne le désir des États d'arriver à un traité, même un accord, même quand il n'y a pas un véritable accord au fond.
Et donc, conclure un accord est jugé préférable plutôt que laisser à côté la question. Et bon, ça c'est plus ou moins le résultat de l'existence du multilatéralisme, même si on pense à l'Institut de réserve dans les traités internationaux. C'est la même histoire. Avec les réserves, il se produit une lacune dans le traité, bien sûr, mais c'est une lacune qui est fonctionnelle à la participation de tout cet État. Donc, même la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer suivent le même schéma. On ne peut pas éviter de penser à la Convention. Oui, la Constitution des océans a un traité d'immense portée et importance, mais il s'agit toujours d'un traité qui, comme tel, donc il a dû régler des intérêts qui quelquefois il a été différents l'un avec l'autre, donc et le temps est passé et tout cela. Et donc même si on a encore cette habitude de parler de la Convention comme le nouveau droit de la mer, il n'est plus nouveau pour plusieurs aspects et beaucoup de choses ont arrivé et dans la vie des relations internationales et beaucoup de cas dans le droit de la mer qui ont cherché à une réglementation que la Convention ne pouvait pas donner ou pas complètement donner. Je vais des exemples très vite. La question du Grand Belt, de la possibilité de bâtir un pont sur un droit international. La question, oui, de la piraterie en Somalie. Donc, le Conseil de sécurité qui va autoriser les États dans la mer territoriale à lutter contre la piraterie. La question des jetison areas par l'OTAN, des zones destinées à recevoir les bombes dans l'Adriatique, est-il légitime ou pas dans la mesure où la Convention des Nations Unies exclut tout ce qui n'est pas affecté à des fins pacifiques. Donc il y a beaucoup des aspects sur lesquels on peut raisonner et donc je me permets seulement de faire quelques exemples de ces compromis, de cette ambiguïté. Le premier, oui, c'est tout rapide et c'est la règle bien connue de l'article 59, base de règlement des conflits dans le cas où la Convention n'attribue ni droit ni juridiction à l'intérieur de la zone économique exclusive. Donc ici, la Convention a décidé de ne pas décider et donc dans ce cas, il y a ce qui est nommé la typique solution procédurale. Donc c'est l'invitation des États à résoudre le conflit sur la base de l'équité, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance de l'intérêt en cause, donc des indications procédurales. Et en plus, et je me permets maintenant d'ouvrir un petit document en PowerPoint pour montrer quelques petits exemples. Alors, permettez-moi de... Voilà l'assistance technique. Ne perdez pas la concentration, s'il vous plaît. L'arrive. Attendez, animation, transition. C'est celui-là? Merci. Voilà. Avec ça. D'accord. Dove? Aspetta. C'est où là? Ici? Parfait. Ah, ok. Merci. Voilà. Alors, solution procédurale comme dans l'exemple très connu de la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, les articles 74 et 83. Il est notoire qu'ils ont été
rédigé après la décision de la Cour internationale de justice sur le cas de la délimitation du plateau continental de la mer du Nord. Et donc, il s'agit encore une fois d'une décision de ne pas décider, et donc, normalement, un accord de codification doit donner la solution dans le cas où il n'y a pas un accord entre les parties pour nous dire quelle est la règle. Ici, la règle est seulement la nécessité d'un accord, donc la décision de ne pas décider. Mais il ne faut pas trop critiquer cette solution procédurale, parce que si, c'est ce qui a gagné la réalité des choses, parce que par exemple, même l'article 74 parle, comme est notoire, de la possibilité de conclure des arrangements provisoires de caractère pratique tout en attendant l'accord définitif. C'est une autre critique qui a été adressée à cet article, de dire, bon, s'il n'y a pas l'accord, quel est le sens d'arriver à un accord provisoire? Mais quand même, il s'agit d'une solution qui a eu des réalisations pratiques. Ici, c'est l'accord entre la Tunisie et l'Algérie sur l'accord provisoire sur la délimitation entre les deux États. Donc, il s'agit de quelque chose qui, quelquefois, aide plus ou moins à résoudre des situations qui ne sont pas encore résolues. Donc, il y a ce pacte de négociando qui n'est pas une décision définitive, mais quand même est la seule chose que les États ont réussi à introduire dans le texte de la Convention dans ce cas. Encore un autre exemple, je fais des exemples qui sont bien connus, mais je veux vous montrer les limites. Donc, le cas des baies, par exemple. Le cas des baies, il était dans l'article 10 de la Convention, il est réglé toute la question de la baie du point de vue géographique, et donc toutes les limites et toutes la possibilité comme on peut désigner une baie. Mais comme vous savez, dans le dernier paragraphe, il est dit que les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux baies dites historiques, ni dans le cas où la méthode de ligne de basse droite prévue à l'article 7 est suivie. Donc les baies historiques, il existe parce que l'article dit, on nous parle des baies historiques, mais rien n'est dit à propos des les moyens avec lesquels on peut définir les baies comme historiques. Et ça, c'est un problème parce que, comme on sait, les États ont toujours appliqué avec une extension un peu unilatérale, un peu plus que plutôt élargi le concept de baie historique, et tout a joué sur la possibilité à mettre ou pas le concept de baie historique, plus ou moins sur la position internationale de l'État, donc la règle de l'acquiescence. L'Italie a été entre les États qui ont fait une application extensive dans le golfe de Taranto du concept de baie historique. Et maintenant, il y a toute une question sur la baie de Piran qui, entre la Slovénie et la Croatie, un tribunal arbitral a été nommé pour résoudre cette question parce que la Slovénie dit que la baie de Pirano est une baie historique slovène, ce qui est contesté par la Croatie. Et la Slovénie fait tout un raisonnement intéressant sur l'application de la règle de l'uti possidetis iuris, même dans le cas des eaux historiques. Et c'est quelque chose qui échappe complètement à l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et en plus, pour ce qui concerne la baie de la Sirte, il y a le problème de la zone de pêche
de la Libye, parce qu'on ne sait pas comment considérer où commence la zone de pêche, parce que tout ça, cela dépend de si on accepte ou on n'accepte pas la délimitation comme annoncée par la Libye. Et donc ça a eu même une conséquence à l'époque de la no-fly zone en Libye l'année passée, parce que la map qui circulait dans l'Internet était délimitée sans tenir compte de la revendication de la Libye à une baie historique. Donc il y a une situation d'incertitude, mais je pense que cette lacune de la Convention est une lacune qui était une lacune qui ne pouvait être qu'une lacune. Donc, la seule chose que pouvait faire la Convention, si on va voir les travaux préparatoires était d'éviter de donner une définition précise de la baie, parce que la pratique et la politique des États étaient très différenciées, pas unifiées sur la question. Et encore une autre question que je vais vous signaler, c'est à propos de l'article 121 sur les îles, le régime des îles. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicable aux autres territoires terrestres. Donc, il y a une équiparation entre le régime des îles et tout autre régime qui est bien critiqué parce qu'il s'agit encore une fois d'un choix de ne pas choisir, parce qu'il y avait pas mal de problèmes. Il y avait surtout le problème à l'époque de la Grèce et de la Turquie, donc de la position des îles grecques jusqu'en face du territoire turc, et il y avait pas mal de problèmes là-dessus. Donc la conférence a choisi cette formule qui est critiquée surtout pour cette équiparation qui donne aux îles respect aux autres territoires, sans donner un régime spécifique pour éviter des problèmes, surtout comme vous savez, ça n'a pas empêché à la Turquie de voter contre et de ne ratifier pas la Convention, et en plus de définir la ratification de la Grèce de la Convention comme un acte de guerre contre la Turquie. Donc les problèmes ne sont pas résolus. Mais maintenant, on se retrouve avec une situation, ça veut dire le problème du mar chinois méridional, où si on avait à disposition un régime spécifique pour la question des îles, on pouvait avoir une aide importante pour définir cette question qui, malheureusement, au moment n'est pas résolue et donne pas mal de problèmes à la communauté internationale. On a parlé, les collègues qui m'ont précédé ont parlé déjà de la protection de l'environnement, donc je ne vais pas dire beaucoup de choses, sauf que je ne suis pas trop d'accord avec mon complice Rafael Casado Aragón, parce qu'il dit que peut-être il n'y a pas beaucoup de normes de la Convention qui ne sont pas correspondantes au droit coutumier. Mais tu as donné un exemple, parce que l'exemple qu'il a donné très correctement, l'exemple du droit de passage en offensive, et à mon avis, c'est un exemple que maintenant, l'interprétation de la Convention des Nations Unies est changée, ou bien le contenu de la norme de
de la norme sur le droit de passage non offensif qui était claire à propos de l'interdiction de prétendre l'autorisation ou la notification du passage. Maintenant, tout a changé parce que justement, il y a des préoccupations, des soins qui viennent de la question de la protection de l'environnement. Donc, à mon avis, le droit coutumier maintenant nous impose de considérer l'article 23 pas comme un article qui empêche, comme une fois, de demander l'autorisation ou la notification du passage quand il s'agit dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière, ça veut dire la protection de l'environnement. Et même une autre question qui à mon avis, n'est pas correspondant dans son réglementation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n'est pas correspondant au droit coutumier, c'est la question des... non, ça c'est autre chose. Je m'excuse. C'est la question, j'avais oublié, je vais le dire après peut-être, c'est la question du passage à travers le détroit. Parce que vous savez que le passage à travers le détroit, ici à le détroit de Messina, qui est pas plus que 2000 nautiques et donc c'est très dangereux. Il y a aussi les courants, et c'est très dangereux. Oui. Et donc, comme on peut penser à un droit de passage qui soit toujours pas insuspendable, on a un exemple parce qu'on a encore en vigueur un décret ministériel du mai de 1985, qui empêche la navigation pour les navires qui ont plus de 50 000 de tonnes, qui portent du pétrole ou de l'essence, des choses dangereuses pour l'environnement. Et bon, il y a une protestation des États-Unis à l'époque, il y avait sur ce décret, mais ce décret qui est contraire à la prévision de la Convention des Nations Unies sur le passage en suspension des délais, à mon avis, c'est un décret qui se justifie aujourd'hui à la lumière du droit coutumier parce que l'attention de la communauté internationale vers ces problèmes a changé, heureusement, parce qu'il y a toute une attention aux problèmes de la pollution. Donc, et ça, la même chose pour ce qui concerne le détroit de Bonifacio entre la France et l'Italie, entre la Sardaigne et la Corse. Ici, il est un endroit très dangereux pour le passage du navire parce qu'il y a des courants très forts. Et l'Italie et la France ont conclu un accord bilatéral qui défend le passage des pétrolières, mais c'est quelque chose qui est bilatéral, donc qui n'empêche pas les tiers, même si l'Organisation internationale maritime a fait une circulaire à tous les États pour se conformer à ça. Donc, encore une fois, je pense qu'ici arrive un décret par les deux pays, un domaine qui empêche la navigation, je pense qu'il est légitime du point de vue du droit international, parce que dans le temps, le droit international a changé. Ici, c'est autre chose, c'est l'accident de Fukushima. Ici, c'est la démonstration, malheureusement, que sur le point, il n'y avait encore une fois pas trop de normes dans la Convention de Montego Bay qui pouvaient, dans certaines mesures, être appliquées parce qu'il y avait des principes généraux sur la question. Il y a des conventions régionales, mais pas dans cette région. Il y a dans la Méditerranée, comme vous savez, mais pas pour ce qui concerne ce type d'accident dans cette zone. Et même encore, ici c'est l'accident du golfe du Mexique, ici c'est un accident qui est arrivé sur une offshore plateforme, et donc encore une fois quelque chose qui dans la spécifique, elle n'était pas réglée par la Convention de Montego Bay. Vous savez que la Convention des Nations Unies, sur le point, a ou des principes généraux ou renvoie
aux conventions régionales, ou l'organisation internationale compétente, comme on dit. Il s'agit de quelque chose qui doit être nécessairement réglementé par ceux qui sont nommés les Implementation Agreements, des accords d'exécution de ce principe généraux. Donc, je dois terminer. Oui. Hélas. Oui, vous êtes sûr? Ah, d'accord. Seulement 2 minutes, si vous me le donnez. Mais bien sûr. Seulement 2 minutes. Doué. Dos. Pourquoi faire? Je sais qu'il y aura des interventions sur la question de la creeping jurisdiction dans la haute mer, donc des limitations ultérieures qui vont venir dans la haute mer. Il y a un problème dans la Convention, à mon avis maintenant, sur ce sujet, qui est l'article 108, ça veut dire la question du trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, parce que la Convention parle encore de coopération à la répression et n'a pas encore, et donc est encore interprété comme empêchant toutes les interventions en haute mer contre les États qui ont un pavillon étranger, bien sûr. Et ça a été confirmé même dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans le fameux cas Medvedev contre France. Et donc, sur ce point-là, on espère qu'il y aura une application un peu plus courageuse de ces normes, parce qu'il y a tout un mouvement, il y a la pratique des États-Unis, mais même il y a tout un mouvement de conventions bilatérales ou multilatérales qui s'occupent de l'intervention en haute mer. Et ici, il s'agit d'un clair intérêt de la communauté internationale. C'est autre chose que les menaces à la liberté de la haute mer qui viennent pour des intérêts légitimes, mais limités à quelques États, comme la mer de présence, qui c'est quelque chose qui est typique d'une région, une petite région du monde qui a un intérêt. Donc c'est un élargissement des prétentions vers la haute mer qui est limité par des intérêts qui ne sont pas les mêmes pour toute l'humanité. La répression du trafic illicite de substances psychotropes et stupéfiants, c'est quelque chose au contraire qui est dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière. Donc, si quelques juges courageux va dire, donc la pratique a changé, il faut considérer comme une nouvelle possibilité d'intervention en haute mer, nonobstant l'article de la Convention de Montego Bay, je pense que c'est quelque chose qui sera à saluer comme quelque chose de très important et donc qu'il faut partager. J'aurai beaucoup de choses encore. Vous me donnez 2 heures, 3 heures, non. Je pense que nous reparlerons de ces sujets pendant la session. Alors je termine ici, mais permettez seulement de montrer. Car ces cas spéciaux seront traités. Voilà. On l'a évoqué, on a parlé de lui. Il est avec nous, notre président pour toujours. Et c'est une photo qui a été faite il y a un an. Et donc, on était très contents à l'époque. Il y avait les 3 présidents, on a nommé avec lui. Ça, c'est cette photo. Et on était très heureux avec eux. Dans 5 minutes après cette photo, on allait comme d'habitude à manger, à boire l'impossible. Et donc, c'est avec ce sourire que je me permets de dédier cette petite intervention à Daniel Vin. Merci. Je vais donner la parole donc à Monsieur le Président, Giuseppe Cataldi, professeur donc de droit international, vice-recteur de l'Université de Naples, l'Oriental, président évidemment de notre association internationale du droit de la mer. Le professeur Cataldi est donc titulaire de la Gère Jean Monnet ad persona sur la protection des droits humains en Europe et à l'Université de Naples-l'Oriental, directeur
du National Research Council Institute of International Juridical Studies, donc dans sa branche napolitaine. Il est vice-président de la Société italienne de droit international et président, évidemment, de notre association. Chers collègues, vous avez le redoutable devoir maintenant de clôturer cette première session pour parler effectivement des zones d'ombre de cette convention. Merci infiniment. Merci à vous, Monsieur le Président. Je n'oserais jamais de dire que je vais essayer de parler la langue de Victor Hugo ou de Molière. Règle d'or de l'ambiguïté, donc d'une ambiguïté constructive pour ce qui concerne le désir des États d'arriver à un traité, même un accord, même quand il n'y a pas un véritable accord au fond. Et donc, conclure un accord est jugé préférable plutôt que laisser à côté la question. Et bon, ça c'est plus ou moins le résultat de l'existence du multilatéralisme, même si on pense à l'Institut de réserve dans les traités internationaux. C'est la même histoire. Avec les réserves, il se produit une lacune dans le traité, bien sûr, mais c'est une lacune qui est fonctionnelle à la participation de tout cet État. Donc, même la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer suivent le même schéma. On ne peut pas... Je me contenterai de dire, j'essaierai de parler la langue de Brigitte Bardot et de Catherine Deneuve. Je pense que vous allez avoir un grand consensus si vous arrivez ainsi à manier cette langue. Donc, je vais essayer de traiter un peu de quelques lacunes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il faut commencer par dire que chaque ordre juridique en soi, il est toujours plus étendu que toutes les normes qui vont le composer, parce qu'il y a bien sûr les normes spécifiques, mais il y a toujours des principes généraux qui donc ont la tâche de donner l'ordre dans son complexe être plus ou moins parfait. Et donc, il y a des cas qui ne sont pas compris dans la réglementation internationale. La définition des lacunes de droit international a été proposée comme l'inexistence de normes dans un cas précis où l'ordre juridique international exigerait, d'après son économie générale, une réglementation. Donc, il y a des omissions qui sont quelquefois inévitables, et des omissions qui sont quelquefois délibérées, sont choisies. Pour ce qui concerne les omissions nécessaires, inévitables, il y a aussi une petite citation à faire qui vient d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, lorsqu'il dit « Lorsque la loi s'exprime de façon générale et que postérieurement survient un cas particulier qui n'est pas couvert par la disposition générale, il est légitime de combler l'omission du législateur imputable au fait qu'il s'est exprimé de façon générale. Le législateur lui-même aurait réglé le cas s'il était présent et s'il n'avait eu connaissance. » Donc, il est évident qu'on ne peut pas tout prévoir, et donc qu'il y a des facteurs qui sont extérieurs, même au droit, qui vont influer. La transformation de la société internationale, on a déjà entendu des mots sur ce problème, et l'impact des progrès scientifiques et techniques. Différent est le cas des omissions délibérées, des omissions choisies, la conséquence de la volonté de ceux qui ont décidé de ne pas donner une règle sur une matière déterminée. Il est évident que si on parle des traités internationaux, il a été déjà dit par le professeur Pastori Rueco et même par le professeur Casado Raigon,
il s'agit toujours d'un résultat, surtout pour les traités multilatéraux, comme il est évident, des compromis, des traitatives du point de vue politique et même juridique. Donc, il y a une ambiguïté qui est inévitable. Et on a même parlé d'une